Tac. Et voilà. Bah, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Donc merci d'être là, ce soir pour notre webinaire sur, le management à distance. Donc moi, je suis Lazare Torel, je suis conseiller innovation au sein de la chambre de commerce. Je travaille pour le service, The Place by CCI 36. Donc, c'est un service d'incubation, pour les porteurs de projets en émergence qui ont des projets innovants ou pour l'accélération de projets aussi de TPE, PME qui souhaitent lancer des projets innovants. Et puis au sein de ce service, on organise aussi des événements, dont justement des webinaires thématisés un peu autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation, tous les mois, une fois par mois. Et donc, voilà, ce mois-ci là, on est sur le management à distance, une nouvelle réalité, donc qui nous sera présentée par, Hélène. Je voulais juste rappeler donc, les micros que les micros soient bien coupés, mais je crois que tous les participants ont bien coupé leurs micros, donc c'est super. Le webinaire sera enregistré, donc, voilà, si vous avez des soucis avec ça, n'hésitez pas à nous le dire. Pour, les questions, vous verrez que le webinaire est découpé par thème. Donc, on peut imaginer que vous puissiez poser vos questions à la fin de chaque thème. Et puis si vous avez aussi des questions qui trottent dans la tête, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. Et puis, après Hélène pourra reprendre ces questions-là à la fin de la présentation. Alors pour la présentation, donc là, on utilise un outil qui s'appelle Bcast. Donc normalement, ça se synchronise avec, Teams. Donc, ça doit apparaître en fait, sur cette page-là que vous avez juste en-dessus de vous, en dessous de vous, en dessous les caméras. Vous devez rentrer votre nom et prénom pour pouvoir, rentrer dans la présentation. Mais si jamais, ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il y a des problèmes de mise à jour, voilà et cetera. Vous avez, la possibilité de rejoindre directement avec votre navigateur. Donc vous serez exactement sur la même présentation que nous, sauf que c'est un peu moins pratique puisqu'en fait, voilà, ce sera sur votre navigateur et pas directement sur Teams. Donc je vous ai mis dans le chat, le lien donc, bcast.live et vous devez rentrer votre code des sessions 680 447 et puis rentrer votre nom et prénom, voilà. Donc je laisse la parole à Hélène et je la remercie encore, voilà d'animer ce webinaire. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, donc l'idée, c'est d'aborder un thème, qui nous concerne tous. En tout cas, j'espère que si vous êtes là ce soir, c'est qu'il vous concerne, vous ou vos collaborateurs, ou qu'il va vous concerner. C'est cette notion de ce nouveau monde du travail, qui a été évidemment accéléré avec, la pandémie. Mais qui est une réalité et qui est notre nouvelle réalité. Donc c'est cette hybridation en fait, du travail, et autour de ça, c'est l'impact que ça peut avoir sur les managers que nous sommes ou que nous avons dans nos équipes. Parce que, il a fallu se réinventer. Alors certains qui pilotaient des projets internationaux, avaient parfois aussi, hein, déjà des collaborateurs à distance, dans des pays différents et cetera. Donc c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la masse, le volume et la rapidité avec laquelle on a dû transformer nos modèles organisationnels, et l'impact que ça a évidemment sur le management. Et évidemment avec, les nouvelles générations, ces nouveaux usages, ces nouveaux comportements, et ben, on entre dans une nouvelle manière et dans de nouvelles manières avec des S, de travailler et heu, réagir, se connecter et cetera, dans le monde du travail. Alors effectivement, comme le disait, rapidement, Lazare, le webinaire, si vous l'avez vu, hein, dans le programme, se décompose en plusieurs, grands chapitres. On va aborder d'abord les nouveaux défis liés à ces nouveaux paramètres, les impacts, et comment ça transforme justement les modèles managériaux, les impacts sur les compétences managériales aussi, hein, le manager d'aujourd'hui et de demain n'aura pas forcément, ou on n'attendra pas forcément les mêmes compétences, les mêmes comportements de lui dans le cadre de cette nouvelle réalité. On va aussi partager autant que faire se peut, pour outiller votre boîte à outils, nos boîtes à outils, des bonnes pratiques. Ça donne quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on peut utiliser avec nos équipes à distance, et dans ce travail hybride? Et puis, on va aussi aborder la notion du bien-être au travail, dans tout ça, de l'engagement des équipes. C'est pas que simple, c'est déjà pas simple quand on est tous dans les mêmes locaux avec nos habitudes, dans nos modèles de fonctionnement, confortables, connus, éprouvés et cetera. Mais en plus, quand on doit changer nos modèles, être à distance et cetera, engager ses équipes, et s'assurer de leur bien-être, ça reste un fondamental. Alors si on
Si je me présente 2 minutes, donc si on passe à la suite, donc moi je fais partie de la société EPSI. EPSI est une société canadienne qui est spécialisée dans la gestion des talents et du talent management depuis 25 ans. Notre nom symbolise, ce qui nous a rendus en fait pionniers en Amérique du Nord, et ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est vraiment l'alliance du E avec le digital et du psy avec notre expertise en psychologie du travail. Donc le E aujourd'hui, c'est vraiment la technologie, c'est notre passion pour l'innovation, la recherche et le développement. Epsi crée, développe et met à disposition, donc distribue des solutions d'évaluation des talents, d'engagement des talents et d'évolution des talents et des organisations. Donc vraiment l'innovation est dans nos gènes. La 2e partie, c'est vraiment ce côté psy, c'est notre conviction que le succès, passe par l'humain. C'est des équipes, aussi, expertes, au service des enjeux de nos clients et de leur capital et de leur collectif humain. Donc en fait, EPSI, c'est une société de conseil RH et d'édition de solutions digitales au service de l'évaluation, des talents, des potentiels, du capital humain et de l'évolution de l'organisation, toujours avec ce fil conducteur capital et collectif humain. En quelques chiffres, mais je vais vraiment y aller rapidement. Donc nos clients sont donc ça fait c'est 25 ans d'années d'expérience. Nous, en fait, moi, je suis la directrice générale de la filiale française qu'on a lancée en début 2022. Donc c'est un nouveau projet. Il y a aussi cette volonté d'être en proximité avec nos clients français. Il y a une proximité de langue évidemment, c'est une société québécoise, donc il y a des enjeux qui sont similaires sur des marchés de l'emploi sur nos marchés de l'emploi et puis il y a des enjeux de langue, de proximité et cetera depuis des années. Au Canada, c'est 75 collaborateurs. C'est, aussi un écosystème de partenaires. Notre volonté, c'est d'apporter des solutions à forte valeur ajoutée et si on ne sait pas faire, d'être capable de rediriger nos clients, vers des experts, de leurs problématiques, de leurs enjeux et cetera. Donc en termes d'évaluation, bah, on est présent, auprès de 1 500, organisations clients, secteur privé, secteur public, répartis dans 82 pays. On fait plus de 2,5 millions d'évaluations, par an qui sont complétées, dans le monde entier et puis on a 3 plateformes, donc on développe aussi des solutions pour soutenir les outils, d'évaluation ou les missions qu'on réalise chez nos clients d'accompagnement. Donc une plateforme de testing qui permet d'envoyer, de récupérer des résultats, aussi pour nos clients d'administrer des tests quand ils sont autonomes, et une plateforme sur la partie engagement ou des sondages en tout cas qui nous permettent d'apporter des éclairages aux clients qu'on accompagne et qui se posent des questions sur la notion d'engagement de leurs collaborateurs, d'expérience employée, de qualité de vie au travail, etc. Donc, ils voudraient faire des sondages pour prendre la température un petit peu des équipes et puis pour pouvoir ensuite travailler sur les leviers qui vont être vraiment les leviers importants qui vont générer de l'engagement, générer de la qualité de vie au travail. Vraiment, on est dans des solutions très pratico-pratiques, très proches du terrain et qui permettent vraiment l'efficience et l'efficacité organisationnelle. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, on avait un petit sondage. On voulait un petit peu savoir qui était avec nous, un peu vos profils. Donc, si vous voulez bien répondre à cette question qui s'est affichée sur vos écrans, voilà, qui êtes-vous? Vous occupez quel type on imagine que le côté hybridation du travail vous concerne, sinon vous ne seriez pas là ou vous intéresse, sinon vous ne seriez peut-être pas là ce soir. Mais voilà, vous êtes plutôt un manager fonction RH, métier, professionnel, opérationnel, manager en devenir ou complètement autre, hein, on a le droit d'être autre. Je laisse encore 10 secondes pour, que les gens puissent valider. OK. On a bien fait de mettre autre, puisqu'on a 55 de gens qui sont dans la catégorie autre. OK, sinon ça se manager métier, donc plutôt opérationnel, professionnel, OK, en activité et aussi en devenir, donc peut-être des futurs managers à distance. Est-ce que certains qui sont dans les catégories hautes peuvent nous dire, peut-être ce qu'ils font ou
Non? Si, Bon. bien sûr, veux Oui, mon allez, savoir oral? Alors moi, je suis, consultante en recrutement. Je gère un cabinet, pour une société que tu connais bien, c'est Manpower. D'accord, ah bah oui. Et j'avais suivi les formations voilà, du temps de Manpower, que tu organisais et je suis donc très intéressée, de ce qui est proposé aujourd'hui par, Exi. Eh ben, écoute, super. Merci Nathalie. Comme quoi le monde est tout petit. On se retrouve toujours à un moment donné. C'est ça. Et moi, je fais du conseil en RH aussi, coaching OK. et voilà et c'est Ah un bah, super, super. Bah, donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir, réutiliser, que vous allez pouvoir réutiliser auprès des gens que vous accompagnez, que ce soit, dans le cadre de conseils en recrutement, hein, ou dans le cadre de coaching, évidemment. Donc, bah, j'espère qu'on va venir outiller votre boîte à outils et que vous pourrez vous en servir. Alors, si je vous propose de continuer, alors vraiment le premier sujet, c'est OK, par rapport à ce nouveau monde, c'est quoi les nouveaux défis? Donc ça fait plusieurs mois maintenant que l'environnement professionnel s'est complètement transformé pour la majorité d'entre nous. Ça, le télétravail a bousculé, la pandémie a bousculé, pas seulement notre manière de travailler, notre rapport à l'espace, au temps, à la relation, à l'organisation du travail, à la relation à l'équipe. Donc, on a vraiment des codes d'organisation qui ont soit volé en éclats, soit qui doivent complètement être réinventés pour aujourd'hui et pour demain. Donc, vraiment, une chose est sûre, c'est que qu'on soit pour ou qu'on soit contre, le travail à distance, en tout cas l'hybridation du travail, c'est une forme d'avenir, enfin, c'est l'avenir du travail. Toutes les études internationales, les recherches scientifiques s'accordent à dire qu'on ne reviendra pas en arrière sur le travail complètement au bureau. Donc, l'idée, c'est que, comme on le disait, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça soulève vraiment la question de bah, comment on va gérer et surtout comment le manager va gérer tout ça pour que ça profite à tous. Puisque le rôle du manager, c'est aussi de coordonner des équipes, faire en sorte que ces équipes arrivent aux enjeux de performance et aux objectifs de performance qui sont les siens, mais aussi dans des conditions de succès, de travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens, de quête de sens, d'engagement, de bonheur au travail, de bien-être. Et donc, ce sont des éléments qui sont des éléments fondamentaux aujourd'hui pour les organisations, pour attirer des talents et fidéliser évidemment les talents de demain. Alors, si on continue, ces défis ils sont de plusieurs ordres hein, face à ce nouveau normal. On l'a dit, il y a des transformations radicales, aujourd'hui on y est confronté. Sur le plan économique, bah, l'élargissement, du champ concurrentiel avec, l'international, avec l'arrivée aussi de nouveaux acteurs agiles sur le marché, hein, sur nos différents secteurs d'activité et champs d'expertise. Ce raccourcissement des temporalités aussi, c'est une réalité économique. Les nouvelles économies ou les nouveaux modes économiques qui arrivent. Sur le plan sociologique, évidemment, on a aussi, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les, attentes des nouvelles générations, et puis la nécessité de manager parfois de l'intergénérationnel, hein, quand on est manager dans les organisations. Les attentes de plus en plus, fortes de besoin de renforcer de sens, besoin de lien social, paradoxalement, hein. J'ai besoin de lien social, mais en même temps, je travaille pas forcément dans l'entreprise. Les aspirations à la réalisation de soi, hein, ça c'est les attentes des nouvelles générations aussi, dans un contexte d'affirmation, et d'individualisme parfois ou d'individualisation, par rapport à des processus aussi RH. Par exemple, je pense à la nécessité d'individualiser des parcours de formation de plus en plus par rapport à des besoins ciblés, par catégorie, par personne et cetera dans l'organisation. Et puis évidemment, sur le plan sociologique, ce qu'on a vu apparaître, c'est des déménagements en province. C'est des gens qui rationalisent aussi les coûts de la vie. Le travail s'invite à la maison, mais l'inverse est vrai, la maison s'invite au travail. Donc il y a aussi cette notion de, bah, beaucoup de gens en ont profité, de cette pandémie, pour réaliser des projets aussi personnels, s'installer en province et cetera. Sur le plan technologique, évidemment, bon, bah, là, on parle plus de transformation digitale. Je pense qu'avec, la CCI de l'Inde, vous êtes sur ces sujets-là et vous avez accès à plein de sujets et d'ateliers autour de justement l'accélération, la transformation digitale, l'innovation et cetera. On est vraiment sur l'accélération, et l'automatisation des activités. Sur le plan démographique aussi, on vit des transformations importantes puisque, bah, on vit de plus en plus vieux, et la durée de vie au travail va être de plus importante, va être de plus en plus importante et elle va certainement continuer à s'allonger, hein, cette vie professionnelle.
Et puis, on vit aussi une pénurie et une guerre des talents, une pénurie croissante, des pénuries croissantes sur des profils qualifiés. Alors, c'est différent en fonction des bassins d'emploi, en fonction, des entreprises et cetera, mais on a des métiers sur lesquels, on n'arrive plus à recruter, qui n'attirent plus, aussi, ceux qui sont insuffisamment valorisés, mis en avant, qui «jouissent» entre guillemets d'une image, extrêmement négative, hein. Je pense, par exemple, au métier, du bâtiment, je pense évidemment au métier de la restauration qui sont en très grosse difficulté en ce moment et plein d'autres encore qui ont vraiment du mal à recruter ou à recruter des profils diversifiés, hein, voilà, qui sont identifiés comme des métiers masculins ou des métiers féminins et cetera et sur lesquels il va falloir travailler de la diversification et de l'inclusion, de profils un peu variés. Et évidemment, bon, bah, on est dans ce monde VUCA, hein, donc volatile, incertain, complexe et ambigu et on est face à des crises qu'on ne peut pas prévoir. La crise du Covid, évidemment, en est une qui était imprévisible. Donc voilà un petit peu nos nouveaux enjeux, les défis, les transformations radicales auxquelles on fait face. Tout ça nous amène vers ce nouveau normal dont on parlait dans l'introduction, et puis à faire face à de nouveaux paradigmes qui font beaucoup écho aux transformations du monde du travail et à l'arrivée des méthodes agiles en fait, donc qui s'inspirent beaucoup des méthodes agiles. Le premier paradigme, le premier changement, vraiment ce paradigme nouveau, c'est on passe d'une approche qui était centrée sur le processus, la méthodologie, à une approche qui est centrée sur l'humain. D'accord? Ça, on le tire de la customer experience, de la client experience, de l'UX, hein, la user experience. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, de plus en plus, on est centré sur l'humain versus, et l'expérience employée, par exemple, versus le processus, la rentabilité, etc., etc. Et particulièrement à des moments clés, par exemple, du cycle de vie du collaborateur qui vont être l'onboarding, le re-onboarding quand on revient d'un congé maladie, d'un congé paternité-maternité, d'un congé sabbatique, etc. Ou par exemple dans des processus de revue de performance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aligne, hein, comme on l'a dit, c'est cette notion de symétrie des attentions. En fait, on accorde la même importance à l'expérience, employée qu'à l'expérience client. Ça, c'est vraiment très nouveau parce que autant on s'est beaucoup focusé sur l'expérience client, pour la rentabilité, pour l'efficacité, pour être sûr qu'on développait des produits, des solutions qui étaient axées, et en accord avec les demandes de nos clients, pour attirer des clients, retenir des clients, fidéliser des clients. Aujourd'hui, l'enjeu et le nouveau paradigme, il est sur les mêmes enjeux, mais autour de nos employés. Comment on attire, comment on fait la différence, comment on fidélise, comment on retient nos employés et nos talents chez nous. Donc, l'idée, c'est cette symétrie des attentions. C'est soigner vos collaborateurs, ils prendront soin de votre business. Entre guillemets, ils prendront soin de votre client. Un collaborateur heureux est un collaborateur engagé, est un collaborateur qui va être complètement engagé dans la vision de l'entreprise et va certainement véhiculer auprès de vos clients, de vos partenaires, de vos fournisseurs, quels que soient les interlocuteurs qu'on peut avoir autour de nous dans nos métiers, et d'autres choses que quelqu'un de complètement désengagé. Donc c'est cette symétrie des attentions. C'est le sujet de je te traite comme j'ai envie d'être traitée. C'est cette notion-là, d'accord? Et donc elle devient centrale dans les organisations. Évidemment, elle devient centrale dans le rôle du manager, hein, ça, on va y revenir après. L'entreprise aujourd'hui, elle ne propose plus, un job, un emploi, elle propose une expérience de travail, un parcours professionnel. Elle doit permettre à un individu, et d'ailleurs elle a un rôle social là-dedans, de développer son employabilité, de développer ses compétences, et cetera, et cetera. Il y a quelques années, notre génération, ma génération, et celle d'avant, on avait 8-9 emplois dans une carrière. Les générations qui arrivent sur le marché du travail, ils en auront 20, 25, 30. Donc c'est plus du tout les mêmes enjeux. C'est-à-dire que si je veux capitaliser sur, mes ressources, comment je fais, pour les sensibiliser, encore une fois, les engager et leur faire vivre une expérience qui les fait rester?
Face à tout ça, on a évidemment de nouvelles réalités qui transforment et bousculent tous nos repères et les repères managériaux évidemment de manière assez profonde. Mais c'est pas seulement les repères managériaux, c'est les repères, autour du travail. Vraiment, c'est cette notion-là de la collaboration, quel que soit mon rôle dans l'organisation. Ce nouveau normal, il bouscule nos représentations, nos habitudes, notamment en termes de distance. La distance n'en est plus une en fait, que ça soit physique, je peux travailler dans un autre pays, avec le télétravail, finalement, c'est comme si j'étais dans la pièce d'à côté. Opérationnel, j'ai plus de distance, j'ai plus de problème de moyens techniques, d'organisation, de rattachement. La distance, le rattachement hiérarchique, c'est aussi des questions qui sont en train de se poser, des modèles qui sont en train d'évoluer. La distance émotionnelle, culturelle, la barrière de la langue, l'ancienneté, etc., c'est aussi des distances qui pouvaient exister, qui sont gommées aujourd'hui de plus en plus dans les équipes parce que les équipes travaillent avec ces distances, ces distorsions, ces différences-là de manière plus importante. Le rapport au temps, évidemment, est une nouvelle réalité, et notamment sur la notion de travail synchrone et asynchrone. Donc, synchrone, c'est quand on travaille tous en même temps sur une tâche, on est tous dans une réunion et on va tous euh, réfléchir à une problématique ensemble. L'asynchrone, c'est ce que nous permettent les outils digitaux comme Bicast, comme Klaxoon, comme plein d'autres, etc., qui nous permettent de poser une problématique et que chacun y vienne en fonction de son moment, sa journée, son fuseau horaire, et vienne ajouter des éléments de travail au moment où lui, il a décidé de le faire. Et donc, ça se fait de manière non concomitante, donc asynchrone. Et puis évidemment, dans la nouvelle réalité, ce qui change, c'est la relation. C'est le management de situations très nouvelles, c'est ce fameux phygital, donc qui allie à la fois la présence physique de certaines personnes et la présence en digital ou en distanciel d'autres. Donc aujourd'hui, on a des managers qui vont gérer des moments, des équipes en phygital, donc des gens qui vont être dans la pièce, d'autres qui vont être à distance, avec des enjeux synchrones et asynchrones, etc., etc. Donc ça, effectivement, ça invite à changer de posture, changer de comportement, peut-être avoir les bons outils aussi pour ça, et surtout à se poser la question de qu'est-ce que je valorise en distanciel? Qu'est-ce qui peut être valorisé et quels sont les avantages de travailler en distanciel? Souvent, c'est la vitesse, la créativité, etc. Et qu'est-ce qui favorise ou quels sont les avantages du présentiel? Et souvent en présentiel, je vais venir pour faire du réseau, travailler mon influence, créer de la confiance, partager des bonnes pratiques, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va être plutôt sur finalement quels sont les avantages dans cette hybridation du travail de l'une ou l'autre de ces manières de travailler. Quel lieu physique, quel espace en virtuel, etc. Ce qui est important dans ces nouvelles réalités, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une distorsion de la perception. C'est la différence entre l'intention de départ de quelqu'un qui va communiquer, passer un message et la perception de celui qui le reçoit. Et ça, c'est encore plus accentué. Alors ça, en outil de coaching, c'est important. En outil de management aussi, en outil de communication de manière globale, c'est extrêmement important. Souvent, les conflits sont liés à un problème de communication ou de compréhension du message. C'est-à-dire qu'entre l'intention de départ et la manière dont c'est perçu et reçu, bah, il y a un gap qui se creuse, il y a quelque chose qui se fait et voilà. Et c'est encore plus vrai avec les mails évidemment, mais c'est très vrai avec la distance parce que selon, je ne bénéficie plus, ou moins en tout cas, de tout le non-verbal, de mes collaborateurs quand je passe un message et cetera. Et donc une donnée se transforme en une autre, une consigne se perd en cours de route, un email informatif est lu comme un reproche, une réunion tenue à la dernière minute est vue comme une façon de tenir à l'écart quelqu'un et cetera et cetera. Donc très important de faire attention et de vérifier qu'il n'y a pas trop d'écart et trop de distorsion entre la perception, la réception du message et l'intention de départ. Et ça, c'est déjà un premier outil dans la boîte à outils du manager. Ça entraîne donc évidemment des nouveaux défis et des évolutions très importantes en termes de posture et d'attente managériale. On va y venir juste après. Alors, justement, les nouveaux défis et les défis majeurs pour notre manager à distance, parce que c'est quand même un peu notre sujet. Donc, on a posé du contexte. Là, on va parler de notre manager à distance, notre manager hybride. Eh bien, ils sont de plusieurs ordres. Évidemment, ils sont organisationnels. Enfin, vous les avez sous les yeux, hein, parce que ça nécessite, ça oblige ce télétravail, cette hybridation du travail nécessite et oblige le manager à s'organiser complètement autrement, à établir, à co-construire avec son équipe une charte de télétravail qui va être approuvée par tous,
qui va être validé par les uns et les autres en fonction de qui ils sont, leur profil, leurs besoins, etc., pour travailler efficacement. Ça peut être aussi des ajustements. On a parlé d'individualisation tout à l'heure. En fonction des besoins, des modes de fonctionnement des uns et des autres, des niveaux de maturité par rapport aux outils, au télétravail, etc., on peut aussi ajuster en termes collectifs d'équipe, mais aussi en one-to-one sur des besoins particuliers ou des moments particuliers. Certains processus, évidemment, doivent être complètement revus, allégés, tandis que d'autres, ils vont devoir être créés pour rester agile, efficace dans ce nouveau normal. L'idée, c'est évidemment de gérer l'équipe au quotidien. Ça pose des problèmes d'organisation, des difficultés d'organisation. Et un des éléments fondamentaux pour ce manager à distance et ce manager en télétravail, c'est de trouver son organisation. Alors évidemment, en lien avec les attendus, les enjeux, les préconisations, les règles de fonctionnement, ce qui a été décidé en termes d'accord collectif autour du travail, s'il y en a un, mais c'est de co-construire évidemment l'hybridation du travail avec ses équipes. C'est quoi les conditions de travail? C'est quoi les outils? C'est quoi les rythmes? C'est quoi les horaires, etc. On va voir ça un petit peu plus tard. L'idée, c'est vraiment d'augmenter la productivité, mais également de faire face aux différentes difficultés qui peuvent être d'ordre organisationnel. Le deuxième défi, eh ben, on l'a un peu abordé tout à l'heure, il est évidemment d'ordre relationnel et je pense que chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui sont déjà managers, qui ont vécu cette hybridation du travail et ce télétravail en un claquement de doigts en mars 2020, T1, pardon. C'était vraiment l'idée, en 20, pardon. Ce défi relationnel, c'est l'importance du manager de ne pas laisser ses collaborateurs livrés à eux-mêmes, de rester en contact avec eux et malgré la distance, de conserver et d'être attentif à la cohésion du groupe, le collectif, la cohésion d'équipe. Évidemment, de pouvoir identifier les situations d'isolement pour protéger certains de ses collaborateurs qui peuvent être plus en risque psychosocial et par la même occasion de maintenir la motivation, l'efficacité de l'équipe. Donc l'idée là, c'est vraiment d'éviter les mauvaises interprétations, de demander tout simplement à nos équipes comment elles vont, comment on peut les accompagner, comment ça va, de quoi elles auraient besoin pour que ça fonctionne mieux, etc. Donc on est aussi dans la co-construction de la relation. On en parlera tout à l'heure, mais un des éléments importants, c'est de pouvoir repérer les télérobustes, mais aussi évidemment les téléfragiles. Parce que pour plein de raisons, on peut avoir des téléfragiles dans nos équipes et à un moment donné avoir une fragilité en raison d'une organisation personnelle, de n'importe quoi, d'une incompréhension, d'une perte de sens, d'une incompréhension d'un objectif, etc. Ou d'une politique organisationnelle de notre entreprise. Évidemment, un autre défi, c'est le défi technologique. Alors ça, c'est un peu lié avec ce que je viens d'évoquer sur les télérobustes et les téléfragiles. Évidemment que ce télémanager, ce manager à distance, il doit réaliser un inventaire des besoins outils techniques, technologiques de ses collaborateurs pour qu'ils puissent disposer des moyens efficaces et efficients pour mener leur mission. Ça, c'est une évidence. Donc, quels sont les moyens dont ils ont besoin? Faire remonter évidemment ses manquements, ses freins, enfin ses besoins à sa direction, à ses RH et puis encore une fois, repérer les gens qui auraient besoin d'accompagnement plus spécifique par rapport à des outils, des nouveaux processus, des nouvelles méthodologies, des nouvelles postures, etc. On a parlé des télérobustes, des téléfragiles. Donc l'idée, c'est que le manager doit se dégager du temps aussi pour se former lui-même à des sessions de formation pour qu'il puisse développer ses compétences et celles de ses collaborateurs. Ça, c'est très important parce que le manager, toutes les études après le confinement, la pandémie, ont montré une accélération importante des arrêts de travail de la population managériale. Ils ont beaucoup souffert, nos managers, pendant cette pandémie et toute cette mise en place de travail à distance et d'hybridation du travail. Parce qu'aussi, ils se sont peu écoutés et ils sont plus adaptés aux besoins de leurs équipes qu'à leurs propres besoins et parfois, eux aussi, ils ont été démunis par rapport à la gestion de situation. Ça peut être, encore une fois, d'organisation, relationnelle, technologique et par rapport à leur propre développement de compétences. Donc ça, c'est aussi très important de pouvoir faire remonter et d'accompagner les managers
que vous accompagnez, que vous voyez que vous êtes, aussi à identifier vos propres besoins par rapport à tous ces défis-là. Et puis évidemment, bon, tous ces défis nous amènent à un défi managérial, c'est l'association des trois précédents, mais c'est d'autres choses aussi. C'est cette notion de faire confiance. Quand on travaille en télétravail, on doit changer de posture. On va le voir après. Il faut absolument faire confiance parce qu'on va donner beaucoup plus d'autonomie. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut plus micromanager. D'accord. Ça tombe bien parce que c'est plus du tout les attentes aujourd'hui des générations sur le marché du travail, hein. Donc on doit donner aux équipes pardon, l'envie de s'impliquer, d'éviter ce qu'on disait, hein, le surcontrôle, surtout quand la pression redémarre ou le stress est présent, de ne pas remettre de la pression, de ne pas repasser dans du contrôle plus ou dans du micromanagement. Et puis évidemment, c'est ce côté développer du manager coach en aidant, en accompagnant l'autre, manager mentor qui donne de la vision, qui est inspirant, etc. Et puis, dans cette notion d'inspiration, qui partage des valeurs, qui fixe des objectifs pour qu'on aille dans le même sens. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les défis managériaux principaux. Si on continue, on a cette notion, on l'avait mis je crois dans le résumé et dans le programme de ce webinaire, ce manager, c'est un peu une notion de super-héros, quoi. Ce manager hybride, le manager à distance, le télémanager, peu importe comment on l'appelle. Bon, c'est un peu Shiva, quoi. Il en a dans tous les sens, il doit penser à beaucoup de choses, et surtout dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau normal, ce super-héros, c'est celui qui va manier l'incertitude, qui va vivre les paradoxes et qui va accompagner les accélérations. Et alors là, je vais reprendre un item que j'ai suivi lors d'une formation de Cécile Dejoux, qui est directrice de la chaire RH au CNAM et qui parle du manager à la pagaie. Alors, ce manager à la pagaie, dans ces contextes VUCA, hein, complexes, volatiles, incertains, etc., il doit pivoter. Alors, il doit savoir pivoter, hein. Donc, c'est cette notion de la pagaie, un coup à droite, un coup à gauche. Alors, pour mon business, comment je trouve de nouveaux axes pour rester compétitif? Sur le côté culturel, comment je manage mes nouveaux collaborateurs? Comment je recrute sans rencontrer les gens? Comment j'onboard des gens qui sont en télétravail et que je ne vais peut-être jamais voir avant des mois, etc. Tout ça, c'est nouveau. Comment j'anime des réunions avec des nouveaux outils, etc. Donc, c'est vraiment ce côté, je pivote et je m'adapte, en fait, aux différentes situations qui se présentent. Donc, il y a cette notion d'adaptabilité, évidemment, et il y a cette notion d'urgence. C'est faire de l'urgence, et on l'a vu, hein, par rapport à des réinventions complètes de business model, faire de l'urgence une opportunité. C'est-à-dire que face à une difficulté, j'ai 2 attitudes, enfin j'ai toute une palette, mais on va dire si je caricature ou catégorise, je vais avoir ceux qui vont, faire de l'urgence ou de la pression, quelque chose qui va plutôt être, défensif, un frein et un empêcheur d'aller de l'avant, et puis ceux qui vont dire: «OK, on est dans cette situation, on est face à une urgence, face à un imprévu. OK, comment on y va? Comment on pivote? Comment on contourne? Comment on en fait une opportunité?» Donc vraiment, c'est cette notion du manager à la pagaie. Il va surfer sur les opportunités, il va vivre dans le présent, il va avoir l'esprit du manager agile aussi, cette notion de l'échec égale un apprentissage. Il va focuser sur le client, sur le collaborateur, sur une notion d'amélioration continue. Sur cet échec égale apprentissage, j'y reviens un petit peu parce que ce sont vraiment des nouvelles manières de penser. Dans l'entreprise, il y a quelques années, on parlait d'échec, OK? Maintenant, on parle du droit à l'erreur. Et demain, je ne sais pas si vous lisez si vous êtes intéressé par ces sujets-là, on parle du devoir d'essayer. Donc, avec tout ce nouveau normal, en fait, on est passé de la peur de l'échec, ou de la gestion de l'échec, on va le dire comme ça, au devoir d'essayer. Et là, vraiment, on voit l'agilité, les méthodes agiles et l'innovation derrière tout ça. Parce que, en fait, si on n'essaye pas, si on ne se trompe pas, si on ne propose pas de mauvaises idées, on n'arrive pas à l'idée la plus efficace. Et là, on est vraiment dans les dimensions de collectif, collaboratif aussi. On est plus fort à plusieurs, hein, 1 + 1 = 3, etc., etc. Et donc, évidemment, le manager à distance face à tout ça, il doit continuer à dynamiser son équipe. D'accord? C'est lui aussi qui porte, qui co-porte, qui dynamise son équipe, et on va voir quelques éléments, ensuite. Alors, si on continue, ce management à distance,
Télémanager, pareil, un petit outil dans votre boîte à outils. On a dit qu'on allait partager des trucs et astuces. C'est vraiment cette notion d'être. On ne peut pas faire sans les 3 S. Les 3 S, c'est donner du sens, avoir la stratégie du petit pas, hein, de petits succès, pas des objectifs trop gros, et puis développer la solidarité. C'est très lié à des. On peut faire vraiment le parallèle avec des projets de transformation. Et d'ailleurs, enfin, on peut d'autant plus faire le parallèle parce que ce manager s'est transformé. D'accord? Ce manager à distance, il a dû se transformer. Alors, donner du sens, c'est quoi? C'est développer le sentiment d'appartenance pour consolider, reconstruire ou construire de l'engagement sous une nouvelle forme qui passe pas forcément par la présence physique. Avant, on parlait de présentéisme et son impact direct sur la performance économique, hein, dans l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de désengagement moral et on sait qualifier et quantifier l'impact que ça a, hein, sur la perte de productivité et l'inefficacité des organisations. La stratégie du petit pas, c'est vraiment la dynamique du test and learn. Ça, dans l'innovation, encore une fois, Lazare, je pense que vous en parlez dans vos différents ateliers, Lazare et Roden. On refixe le terrain de jeu, on se définit des règles communes à tout le monde. Il y a pas de- on n'organise pas une transformation massive, gigantesque. Sinon, la première chose, c'est de perdre son équipe. On va perdre son équipe. Donc, la stratégie du petit pas, c'est de s'assurer qu'on est aligné et de s'en réassurer de manière globale, qu'on a donné du sens, qu'on embarque petit à petit nos équipes. Et c'est vraiment lié aussi à toutes les méthodes, on va dire, managériales qu'on connaît, de fixation d'objectifs SMART, etc. etc. C'est très, très lié, hein. C'est-à-dire, on définit des stratégies du petit pas, on va toucher un succès, on s'en félicite, on continue à avancer, etc. etc. Ben, c'est la même chose dans la transformation, des manières de travailler, de la relation et des postures managériales associées. Et puis évidemment, on continue à développer la solidarité au sein de ces équipes. Donc là, c'est vraiment s'assurer qu'il y a de la collaboration, mais au vrai sens du terme. C'est-à-dire que j'ai des ressources qui peuvent être support pour certains autres. La solidarité, c'est aussi cette notion du droit à l'erreur ou du devoir d'essayer dont on vient de parler. Et puis c'est là cette notion de co-construction, d'accueillir aussi et d'accepter les fragilités, les vulnérabilités de certains, les différences, écouter les difficultés, les recevoir, les accueillir, les traiter ou réorienter vers justement des ressources support dans l'équipe qui pourraient. C'est pas forcément le manager qui a réponse à tout, ça c'était vrai avant, mais c'est aussi vrai et d'autant plus vrai en télétravail. Alors, tout ça, évidemment, va impacter, a un impact sur les modèles managériaux. On a vu qu'on changeait de paradigme, hein, et on va passer du command and control à un modèle basé sur l'engagement, la motivation, les aspirations, les valeurs. On est vraiment dans un changement de référentiel en mode manager beaucoup plus transformationnel que transactionnel, qui est un peu le management classique qu'on a tous connu dans nos organisations. Et on tend aujourd'hui vers un modèle qui s'appelle le management transformationnel dans les recherches un peu plus récentes. On l'a vu, on l'a dit, l'expérience employée, elle devient cruciale, primordiale. Et aujourd'hui, on part des principes dans l'organisation sont connus, c'est on ne peut pas réussir seul, l'efficacité individuelle vaut rien sans l'efficacité collective, plus personne ne détient la vérité ni la solution. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut plus voir le monde de la même manière, la manière de fonctionner et surtout le rôle du manager là-dedans. Alors, si je vous parle rapidement des modèles, si vous voulez en savoir plus, chez EPSI, c'est un modèle qu'on utilise et évidemment, on a des outils d'évaluation, des styles de leadership qui sont associés à ça. On va d'ailleurs faire une communication autour de ça d'ici peu. C'est quelque chose qui nous est très cher, le leadership, et qu'on porte beaucoup et sur lequel on accompagne beaucoup nos clients. Alors, le leadership transactionnel, comme son nom l'indique, il est transactionnel. Il y a de la transaction derrière. Ce sont des leaders qui vont favoriser ou utiliser une approche du management plus classique, qui sont dans la transaction avec les employés, qui fournissent le travail demandé et le supérieur reconnaît ou renforce les comportements attendus. Donc, on va mettre l'action sur le renforcement, la vérification du travail, pardon, la hiérarchie. La notion de hiérarchie est importante et de discipline ou de respect des règles et de l'organisation est importante. Le leadership transformationnel sont des gens qui vont beaucoup plus être dans un leadership du type exercer son influence, favoriser l'engagement des employés,
par rapport aux objectifs organisationnels. C'est des gens qui visent avant tout à responsabiliser leurs employés, qui vont les respecter, leur faire confiance, co-construire avec eux. Donc, c'est des gens qui vont agir comme des modèles, qui vont apporter une vision inspirante du futur, qui vont donner du sens, qui vont stimuler aussi l'innovation, la créativité, qui vont être capables de challenger l'existant. Ça, c'est important. Donc, il y a une notion de prise de risque, de challenge de l'organisation culturellement. Et puis, qui vont être plutôt qui vont agir à titre de coach auprès de leurs employés. D'accord? Donc, à la limite, si on prenait l'équipe comme un tout, comme un système, finalement, le manager transactionnel, il est au cœur, quoi, hein. Il est au cœur de l'équipe, il vérifie tout, et cetera, et cetera. Rien ne passe sans lui. Le manager transformationnel, au fur et à mesure, en fait, il s'éloigne de ce système et il le pilote, en fait. Il le laisse quasiment se gérer, développer aussi des systèmes d'autogestion. On a vu, hein, plein d'entreprises qui testent ces fameux, systèmes d'autogestion avec, par exemple, la prise de congé, dans certaines organisations comme Netflix, par exemple, ou d'autres. Il y a plus de congés enfin, vous pouvez prendre tous les congés que vous voulez, d'accord? Il y a plus de restrictions de congés. En revanche, pour poser des congés, vous devez vous assurer avec le collectif, avec votre équipe, avec les gens qui travaillent avec vous sur des projets, de leur validation de vos congés. Donc c'est plus hiérarchique, c'est plus le manager, c'est le collectif qui va s'assurer que là, c'est bon, que vous pouvez prendre des congés. Donc, vous voyez, c'est quand même, on arrive dans des modèles qui sont très nouveaux et des dynamiques de confiance où tout d'un coup, le manager, il est plus là pour contrôler, il est là pour faire confiance, pour faire avancer, pour développer, pour accélérer, pour donner de l'inspiration, donner du sens, etc. Donc, c'est vraiment cette idée du manager ressource. Alors, l'idée, c'est pas de dire on veut plus du tout de transactionnel et on va complètement vers du transformationnel. Il y a parfois des situations où il faut faire preuve de renforcement, de contrôle, de discipline et de respect des règles. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'allier et d'être capable de mixer un peu les deux. Mais évidemment, les tendances vont vers du transformationnel aujourd'hui. Si on continue, autour de ça, on pourra revenir, hein, sur vos questions évidemment, si vous avez des questions autour de cette thématique. Ça veut dire quoi concrètement? Si on s'inspire des méthodes agiles, si on s'inspire qui sont des méthodes qui nous permettent de travailler à distance et cetera, hein. On a dit, premier concept, l'humain au cœur et malgré la distance et d'autant plus, j'ai envie de dire, à cause de la distance. Il faut remettre l'humain au cœur, d'accord? Donc concrètement, faire preuve d'agilité en tant que manager, ça veut dire quoi? Stimuler les capacités d'apprentissage. Faire preuve d'innovation, c'est encourager les initiatives, la curiosité, le partage d'idées, tout ce qui va être force de proposition, accueillir les idées, même si elles ne vont pas dans le sens de ce que vous aviez imaginé en tant que manager. C'est évidemment favoriser la coopération avec cette notion de réflexion, de créativité des collaborateurs, de co-construction, de coopétition. C'est des notions qui arrivent, hein, on parle plus de compétition, maintenant on parle de coopétition, même entre des organisations qui peuvent être concurrentes, mais apporter des choses différentes. On parle d'efficacité, évidemment, l'enjeu c'est aussi l'efficacité opérationnelle de son équipe. Donc, on va le voir plus tard, mais c'est clarifier les missions de chacun, s'assurer que les collaborateurs disposent des moyens pour réaliser leur mission, on l'a vu tout à l'heure. Ça veut dire cadrer aussi, définir ses attentes en tant que manager et faire émerger les comportements en lien avec ces attentes. Évidemment, c'est insuffler de l'optimisme. On l'a vu, le manager, il doit dynamiser son équipe, il est à la pagaie, il pivote, il doit surfer sur les opportunités. Donc, il y a aussi cette notion d'insuffler de l'optimisme. L'idée, évidemment, c'est pas de faire de fausses promesses, surtout pas, mais c'est de pas être en décalage avec les préoccupations et les réalités de vos équipes au quotidien et c'est d'adapter vos messages, vos comportements, pour permettre de la sérénité et de la projection sereine de vos collaborateurs dans l'organisation. C'est aussi, faire preuve d'optimisme, c'est savoir inspirer, ça va avec le leadership inspirationnel, parce que c'est à la fois donner du sens, et donner envie. Évidemment, c'est encouragé. Alors, d'autant plus quand on est sous pression en cas de stress, on a tendance à vouloir reprendre le contrôle, gérer soi-même. On est tous, ou en tout cas,
On est très nombreux à avoir cette tendance naturelle. L'idée, c'est évidemment d'essayer de freiner ça au maximum, freiner ce réflexe et favoriser la prise d'initiative et pas rebasculer dans du micromanagement. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être un manager ressource et non celui qui fait, celui qui produit. D'accord. De faciliter, évidemment, la facilitation est un élément important en termes de management à distance. Sur les points de tension, les difficultés que peuvent rencontrer votre équipe, les incompréhensions, etc. C'est évidemment créer de l'adhésion au changement. Faciliter, c'est mettre en place toutes les pratiques pour atteindre les objectifs, permettre à vos équipes d'atteindre les objectifs de l'organisation. Et évidemment, c'est cette notion en facilitant tout ce qui va permettre à l'intérieur de l'équipe de faciliter le travail, mais aussi à l'extérieur de l'équipe. Donc c'est cette dynamique, créer cette dynamique et l'émergence de cette dynamique, elle peut être à intra-équipe, mais inter-équipe aussi. On oublie, parce que évidemment qu'en management à distance, on voit moins les membres de nos équipes, mais on voit moins les membres des équipes des autres aussi. Et les autres ne se croisent plus. Et donc c'est important aussi de faciliter, d'encourager et de favoriser ces échanges inter-équipes avec d'autres managers ou sur des points de relais, des points de rencontre, etc. Et puis on l'a vu un petit peu, on a commencé à l'aborder, c'est le soutien. Donc là, c'est soutenir, c'est détecter les collaborateurs qui feraient face à une difficulté, c'est en parler, identifier les solutions ou les personnes vers qui vous pouvez vous tourner. Et c'est faire preuve d'écoute, évidemment, faire preuve d'écoute active. Ça permet de détecter les signaux de mal-être, de fragilité qui peuvent être passagers, de collaborateurs isolés, angoissés, submergés. Voilà, et donc, encore une fois, c'est prendre le pouls des collaborateurs et là, il y a plein d'outils qui existent, hein. Je vous parlais de solutions de sondage qu'on met en place chez Epsi. Dans le cadre du télétravail, ben, on a des sondages autour avec des bibliothèques de questions qui sont reliées au bien-être au travail, aux moyens, à l'engagement, à la culture, etc., à l'expérience employée. Donc, ça peut être des choses qu'on peut tout à fait déployer de manière très intéressante. Si on continue, parce que je vois le temps qui tourne, je crois qu'on a un petit, avant d'aborder l'impact sur les compétences managériales, on a un petit sondage avec une question pour vous qui est, selon vous, quelle est la compétence, je crois qu'on vous a mis qu'une réponse, on n'a pas été sympa, la compétence la plus importante du management à distance, du manager à distance, pardon. Alors, je ne sais pas combien on a de temps, hasard, pour cette réponse. 30 secondes parce qu'il y a quand même pas mal de réponses. Allez, 30 secondes. La plus importante. Le choix est difficile. Ce sont toutes les actualités dans le Future of Work, ce sont ou les travaux universitaires, scientifiques, de recherche en développement, etc., sur les compétences de demain, du manager du futur, c'est vraiment celles qui ressortent le plus fortement. Bon, je vais clôturer l'activité. J'espère que tout le monde a pu mettre son petit vote. Hop. Alors, c'est très... Ah, la confiance. Ah, on a la confiance à 41,7%. Vous avez raison, ça va être une compétence très importante. On a aussi l'intelligence émotionnelle, je crois, à 16 et c'est tout. Je crois que c'est les plus fortes. Ah non, l'adaptation et la flexibilité cognitive, et effectivement. Alors, je vois, quelle est votre réponse? Eh ben, elles sont toutes importantes. Moi, on vous a piégé avec Lazare pour vous obliger à choisir, mais évidemment en fonction des cultures, des contextes, de qui vous êtes déjà en tant que manager, laquelle va être la plus importante et la primordiale à développer, elle va être un peu différente. Si on continue, donc les compétences en tout cas clés. Alors, il y a évidemment, mais on en a déjà parlé, donc je vais passer rapidement là-dessus, c'est l'aptitude, c'est les aptitudes technologiques, le fait de manier et d'avoir des appétences
pour les outils technologiques d'innovation, le digital, etc., c'est évidemment une condition de réussite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout le reste, si vous n'êtes pas du tout et que vous n'avez pas du tout d'appétence avec le digital, ça va être compliqué à distance. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là qui est presque un prérequis. Mais si je devais répondre à la question, pour moi, c'est vraiment, ça serait la notion de confiance qu'on va retrouver dans le leadership, en fait. Donc, le leadership, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment comment je vais stimuler mes collaborateurs pour insuffler une dynamique collective, maintenir une cohésion d'équipe. Il y a cette notion de pédagogie, alors vous ne l'avez pas trop choisie, il me semble, je crois qu'elle n'a même pas été citée une fois. Là, l'idée de la pédagogie, c'est dans la répétition du message, s'assurer que nos collaborateurs ont bien compris ces notions d'écoute active, de reformulation. On a parlé tout à l'heure de la distorsion et du message entre l'intention et la perception. Ça peut être, c'est aussi une compétence clé du manager du futur ou du manager hybride. Ah, il y a quelqu'un qui avait mis pédagogie, pardon. Parce que c'est des éléments clés. La résilience, évidemment, VUCA World, enfin bon, ce monde VUCA, c'est capacité. On a vu hein, les paradoxes, l'incertitude, ce manager à la pagaie, etc. On l'a vu tout à l'heure. La résilience est forcément partie des compétences qui vont être clés demain. Surmonter les difficultés, contourner les obstacles, se tromper, rebondir, accepter de se tromper ou que son équipe se trompe et de rebondir, c'est extrêmement important. L'intelligence émotionnelle, elle est fondamentale aussi. Et alors là, ça ressort dans toutes les études. Alors là, qu'on soit manager ou pas, c'est une des compétences clés et un des soft skills clés de demain. C'est la capacité vraiment à comprendre ses émotions, à gérer ses émotions et celles des autres. D'accord? Donc, c'est à la fois la compréhension de mes propres émotions et la gestion de mes émotions, mais c'est la compréhension de celles des autres et la gestion de celles des autres. Ça permet en fait on a beaucoup parlé de quotient intellectuel pendant très longtemps et là, on parle de plus en plus de quotient émotionnel. Vraiment cette capacité à gérer la relation, l'émotion dans la relation, et être capable d'identifier les émotions que vivent nos collaborateurs ou qu'on vit soi-même dans des situations. Donc c'est vraiment très prépondérant sur cette, capacité à cultiver des relations de qualité qui vont permettre de booster vraiment, de motiver les équipes, de booster la créativité. L'intelligence collective, j'ai envie de dire, tout nous y pousse aujourd'hui. Quand on voit toutes les applications, tout ce qui sort d'un point de vue RH, d'aide au travail, d'automatisation des tâches et cetera, on est vraiment sur l'intelligence artificielle, elle mise enfin tous les outils aujourd'hui, collaboratifs nous amènent vers ça, avec tous ces bénéfices, hein, que ça peut avoir sur l'engagement, la motivation, la performance. Le collaboratif aujourd'hui, c'est vraiment un mode de travail incontournable pour les organisations et il est d'ailleurs extrêmement plébiscité par les collaborateurs eux-mêmes. Toutes les enquêtes, menées, autour de ça indiquent que les salariés qui travaillent en mode collaboratif, augmentent et observent de très nombreux effets favorables sur leur quotidien. On y reviendra un peu plus tard. La capacité d'adaptation et la flexibilité cognitive, alors là, il y a aussi quelques réponses. C'est vraiment cette capacité de faire face, de s'adapter à l'imprévu, à la nouveauté. C'est aussi la notion de curiosité derrière, d'ouverture, de se tenir au courant de l'actualité, des produits, des bonnes pratiques, des bons usages dans d'autres équipes. Et ça, c'est fondamental aussi pour un manager à distance, que de savoir faire de la veille, proposer des outils, savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien dans des autres équipes, etc., etc. Donc, on est vraiment dans ces notions aussi d'apprentissage rapide, donc d'adaptabilité, mais aussi d'apprentissage rapide pour être capable de changer de manière de faire assez rapidement. D'accord? Et évidemment, la confiance. Et alors là, à deux niveaux, et on en reparlera un petit peu plus tard aussi, c'est se faire confiance d'abord et faire confiance aux autres pour inspirer le respect, l'écoute des membres de son équipe. Donc c'est inspirer confiance, mais c'est aussi donner confiance. Ça, ce sont des éléments importants parce que souvent, on pense à la confiance seulement dans un sens. Il faut inspirer confiance, il faut faire confiance. Mais non, mais il faut aussi donner confiance. Et d'autant plus quand on manage une équipe. OK? Et on va voir quelques éléments. Alors, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, les formations des managers de proximité, des directs, peu importe, hein, manager de manager, etc., elles doivent désormais adapter leur contenu et leurs offres
à ces nouvelles dynamiques de groupe, à ce nouveau travail hybride, parce que ça va prendre évidemment de plus en plus de place dans nos vies et ça va être notre nouvelle réalité. Donc, l'idée, c'est aussi, pour certains qui étaient managers en devenir, il me semble dans le sondage du début, d'être capable d'identifier peut-être les besoins fondamentaux par rapport à vos équipes, à comment vous fonctionnez, qui vous êtes, de compétences que vous auriez besoin de renforcer et d'identifier des programmes de formation ou d'en parler avec vos RH ou vos propres managers pour être capable d'identifier des parcours de formation qui vont répondre à ces besoins-là en termes de développement de soft skills pour vous. Si on continue sur cette confiance, je voulais partager avec vous cette notion et qui est d'autant plus importante dans une équipe virtuelle. C'est cette notion de la confiance qui est à la base, hein, vous l'avez vu, hein, quand même de beaucoup de choses et vous l'avez d'ailleurs élue comme la compétence la plus importante. Vous l'avez identifiée comme la compétence la plus importante. Savoir manager, c'est laisser, on l'a dit, le contrôle abusif à distance, c'est tendre vers un management de la confiance. Et donc, il s'agit pour le manager comme pour l'entreprise de faire confiance et de donner confiance. Ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et donc, je voulais juste vous partager ce modèle de Lewis et Wagert sur la confiance émotionnelle et la confiance cognitive. En fait, la confiance émotionnelle, elle est basée sur l'affectif. Ce que je vais partager avec quelqu'un d'autre, sur l'interrelationnel, elle est connectée avec mes valeurs, mes croyances, etc. La chaleur, le rapport que je vais partager. Et en fait, c'est très souvent là-dessus qu'on va créer notre confiance. C'est plus là-dessus qu'on va créer notre confiance. C'est par exemple, tu ressembles à quelqu'un que je connais, ça m'inspire confiance, t'as un sourire qui est sympa, je vais te faire confiance. Voilà, donc c'est du biais, hein, on est d'accord, tout ça est faux, mais c'est quand même basé sur tout un tas d'expériences que j'ai vécues, de sensations que j'ai, c'est très diffus, mais voilà. Et donc, évidemment que la difficulté, c'est qu'à distance, je perds tout ça. Je perds cette interrelation. Alors, j'ai de la relation, hein, mais je perds beaucoup du non-verbal, je perds du paraverbal, je perds de tous ces moments informels, en fait, voilà, qui permettent de construire de la confiance émotionnelle. Et donc, en fait, l'autre partie de la confiance, c'est la confiance qu'on appelle cognitive trust ou confiance cognitive. Et là, elle est basée sur des raisons rationnelles. Je te fais confiance parce que elle est méritée, cette confiance, parce que tu as gagné un prix du meilleur marketeur, que tes qualifications et que tes compétences sont celles que j'attends. Et donc, je te fais confiance parce que tu vas pouvoir le faire. En remote work, en travail à distance, la confiance cognitive, elle va jouer un rôle crucial parce qu'on perd en communication, en face à face, comme on le disait juste avant. Donc, en fait, ça va vraiment impacter le niveau de confiance qu'on va introduire mettre dans les uns par rapport aux autres et évidemment le manager encore plus. Donc, si on veut simplifier, dans une team en remote, dans une équipe qui travaille à distance ou en hybride, on va construire la confiance, on va devoir démontrer notre compétence de leader, être ouvert, honnête sur nos intentions, encourager la compétence de nos équipes et être vigilant à cette construction de confiance émotionnelle. Quelques astuces pour construire cette confiance dans le travail à distance, c'est de repérer un petit peu d'abord comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est en cognitive trust ou en emotional trust, d'accord, ou en affective trust? Comment fonctionnent aussi vos équipes là-dessus? Ça peut être intéressant. Et de partager comment donner confiance, c'est aussi faites part de vos vulnérabilités. C'est-à-dire, un manager, on a parlé de super-héros tout à l'heure, mais attention, le manager est un super-héros et parce que de fait, il est Shiva, on l'a vu, il est partout, etc. Mais faites de votre vulnérabilité une force. Appuyez-vous sur les gens dans votre équipe qui savent mieux que vous un sujet, qui maîtrisent mieux que vous, qui sont experts mieux que vous. Un bon manager ne doit pas être expert de tout ce que font ses collaborateurs. Sinon, il ne sert à rien. Ils ne servent à rien. Si un manager sait faire, pourquoi j'aurais 10 personnes? OK? Donc, faites et partagez vos doutes aussi. En tant que manager à distance, partagez ses doutes, ses incompréhensions. C'est pas se désaligner de sa ligne managériale. C'est juste, OK, là, vous me posez une question, je ne suis pas au clair avec ça, je reviens vers vous. Soyez ouverts, clairs sur vos intentions, d'accord? Partagez vraiment les éléments. Respectez vos engagements. C'est-à-dire que si vous dites, je ne suis pas au clair avec une donnée, je reviens vers vous, tenez vos engagements. Ça, c'est évidemment, ça participe à
créer un climat de confiance. Et puis, sortez du micromanagement, ça, je pense qu'on l'a vu, je ne vais pas y revenir. Si on continue sur concrètement quelques bonnes astuces et bonnes pratiques, j'ai envie de partager deux, trois astuces avec vous. La première, c'est la règle des 5 R. On a vu les 3 S tout à l'heure, hein, et maintenant on parle des 5 R. C'est important de construire en fait l'hybridation du travail avec vos collaborateurs, d'organiser, on l'a vu, d'organiser son équipe, les nouveaux usages, responsabiliser, autonomiser. Et donc pour ça, il faut détecter les bonnes pratiques, valoriser ce qui fonctionne dans les équipes, et puis il faut tester, corriger, se réadapter. La définition des règles. Donc, quelles sont les règles? Ça, on va retrouver aussi ce genre de choses dans les projets innovants et les méthodes agiles, hein. On va retrouver. Donc, quelles sont les règles de fonctionnement approuvées par tous? Comment on s'aligne sur les règles de bonne conduite? Comment on tient compte du rythme de chacun, etc. Comment on clarifie les attentes? Comment on collabore? Collaborer, c'est pas dire oui, hein. C'est pas dire oui tout le temps. D'accord? C'est important de définir les limites en répondant à des questions comme qu'est-ce que tu peux faire? Comment je peux t'accompagner? Voilà, on clarifie les choses. La clarté doit être le maître mot. D'accord? Le deuxième R, c'est les rôles. Repenser. Alors ça va être définir les rôles de chacun, d'accord? Mais c'est aussi repenser son propre rôle de manager. Faire confiance à ses équipes et leur montrer. Revoir les règles d'évaluation de ses salariés, parce que ça, c'est très important. L'impact du télétravail, c'est aussi sur l'évaluation et les modèles d'évaluation et les manières d'évaluer nos collaborateurs. Échanger avec ses pairs sur les bonnes pratiques, hein. On l'a dit, donc s'accorder sur les rôles, les tâches, les processus, donner des objectifs clairs, organiser le travail, d'accord? Définir les routines, adopter des routines avec votre équipe. Donc, pour garder le lien avec vos collaborateurs, est-ce que c'est des pauses café virtuelles, des points réguliers, des points d'équipe, des one-to-one? Quelle forme ils prennent? Sur quel type d'outils? Est-ce que c'est formel? Est-ce que c'est informel? L'idée, c'est de recréer cette fameuse machine à café. Alors, la machine à café, il y a même eu des sketchs autour de ça. Et comment bah, ça s'appelait, comment ça s'appelait? Bah, machine à café, non? Bon, enfin bon, peu importe. Et donc, c'était, considéré comme une perte de temps, vraiment les gens qui étaient à la machine à café tout le temps, ils faisaient rien, ils travaillaient pas et cetera. Et en fait, on se rend compte que c'était un vecteur de lien social extrêmement important dans l'organisation, où en fait, il se passait plein de choses, on passait plein d'informations. Ça avait l'air informel, mais en fait, beaucoup d'informations se passaient autour de la machine à café ou du trajet pour y aller. D'accord? Et donc, on palpait des choses. On avait des informations et ça. Merci, caméra café. Et donc, l'idée, c'est comment vous pouvez essayer de redonner cet espace-là, de recréer cet espace-là avec de l'informel, avec vos équipes. Évidemment, le quatrième R, c'est les règles de respect. Comment on se respecte? Qu'est-ce qu'on met en place? Ben voilà, est-ce que les horaires de travail, on respecte aussi les horaires de travail. Comment on communique, comment on est à l'écoute, comment on réalise un feedback, etc., etc. Et puis la reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est évidemment à l'intérieur de l'équipe même. C'est continuer à fêter les succès, valoriser les initiatives, mais c'est aussi la reconnaissance à l'extérieur de l'équipe. Je reviens sur cette dynamique intra-équipe dont on a parlé tout à l'heure, parce que l'idée, c'est aussi qu'il faut faire rayonner. En fait, l'idée du télétravail, c'est que ben, on se focus et le risque, c'est de se renfermer un petit peu sur soi et son équipe, en fait. Donc, l'idée du manager, c'est de continuer à faire rayonner son équipe. D'abord pour valoriser ses collaborateurs, pour diffuser les compétences, pour diffuser les réussites, pour partager les actualités de ce qui est vécu, etc. Donc, cette notion de reconnaissance, elle est évidemment de mettre en place les règles de reconnaissance interne, de valorisation, de reconnaissance, etc., mais aussi de reconnaissance à l'extérieur. On avait envie de parler, on a parlé un peu de bien-être là-dedans. Je vais finir là-dessus. Autour du bien-être, en fait, sont des questions extrêmement importantes sur la notion de sécurité psychologique. Alors, c'est peut-être un terme qui vous parle moins, mais pour les dirigeants aujourd'hui, instaurer une sécurité psychologique à tous les étages de la fusée, c'est primordial. Le bien-être des collaborateurs est une question cruciale, évidemment pour les DRH, pour les dirigeants des organisations et pour tous les managers autour de cette table ou en devenir, ou en tout cas
les gens qui se posent la question ou qui accompagnent des managers. L'idée, c'est vraiment d'aider, d'outiller, de former à être performant. Et c'est un enjeu essentiel que de s'assurer qu'on est dans une organisation qui favorise, ou en tout cas qui développe le bien-être et la sécurité psychologique. Ça, c'est une professeure en leadership et management qui s'appelle Amy Edmondson, qui a développé de la Harvard Business School, qui a développé cette notion. Et c'est vraiment la croyance partagée parmi les membres d'une équipe que celle-ci, elle est sans danger d'un point de vue des relations interpersonnelles. Donc, c'est vraiment une notion qui va permettre à l'organisation et au manager de s'assurer qu'il crée les conditions de sécurité psychologique, donc sans danger, à tous les points de vue, et évidemment dans les points de vue interrelationnels, de la dimension importante dans l'équipe. Donc, c'est évidemment un climat stimulant parce qu'il est plus menaçant. C'est au niveau de l'individu, je peux commettre des erreurs sans être sanctionnée, je peux prendre des risques, je peux prendre des initiatives sans être jugée, sans que ça peut-être nuise à ma carrière, à mes évolutions ou à ma réputation dans l'organisation. Et il y a eu des études chez Google qui indiquaient que Google avait un environnement, en fait, malgré la puissance et les compétences de certains membres et collaborateurs Google, en fait, ils avaient absolument besoin d'un environnement psychologique pour pouvoir exercer leurs talents. Et les mettre au service de la performance de l'organisation. Il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait effectivement dans ces facteurs qui expliquaient la performance des équipes, des objectifs clairs, des collègues fiables, un travail qui ait du sens et la contribution et la conviction que leur contribution avait du sens. Et donc, c'est très important de voir que la partie du « je peux être le meilleur collaborateur, le plus compétent pour réaliser une tâche », si je n'ai pas un climat de sécurité psychologique, évidemment que je vais être moins productif, moins performant que si je suis dans un climat de sécurité psychologique. Alors, comment on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on n'est pas tout seul, on est souvent dans une culture, dans une organisation, etc. C'est se poser les bonnes questions ou se les poser à plusieurs managers, faire remonter aussi, ça peut être des premières étapes vers du changement, stratégie du petit pas, hein. On se pose des questions, on les fait remonter, on en discute, etc. C'est dans mon équipe, donc dans mon équipe, ça peut être donc mon écosystème ou un peu plus largement dans mon organisation. Si une personne commet une erreur, est-ce que ça se retourne contre elle? Est-ce que c'est facile de parler de ses difficultés? Est-ce qu'il y a l'espace, l'écoute pour ça? Est-ce que les divergences d'opinion, les différences de convictions, de valeurs sont acceptées? Est-ce naturel de demander de l'aide à quelqu'un d'autre dans mon organisation ou dans mon équipe? Les contributions des collègues, est-ce qu'elles sont valorisées? Est-il possible de prendre des risques sans être sanctionné? Déjà, se poser ces questions-là en tant que manager, par rapport à soi, son type de management, ou les poser à ses collaborateurs, parce que ça peut être extrêmement intéressant de les poser à ses collaborateurs pour voir ce qu'il en ressort, permet d'avoir un feedback qui va vous donner directement les leviers qui vont permettre de créer de la sécurité psychologique, donc de créer de la confiance, donc de changer de posture et de regard, intention-perception, perception de votre management, mais aussi qui vont vous aider à développer des postures managériales différentes et donc de créer de la confiance et qu'on a vu qui était la base, une des bases très importantes du management à distance. On arrive à la fin de tout ce qu'on avait prévu de vous dire. J'espère que je ne sais, j'ai pas vu passer de questions, mais je pense qu'on peut évidemment, on a un peu de temps. J'ai quelques minutes encore moi devant moi. Je serais ravie d'avoir vos feedbacks d'abord sur est-ce que ce webinaire vous a été utile? Est-ce que vous pensez qu'il y a des outils? Quels sont les outils qui vous ont le plus plu ou les réflexions qui vous ont peut-être challengé ou qui vous ont étonné, surpris? Voilà, je suis maintenant toute ouverte à vos feedbacks, quels qu'ils soient, aussi en axe d'amélioration, hein, Alors moi, j'aurais une première question, s'il vous plaît. bien sûr. Quand on fait confiance, justement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, à un collaborateur ou voire 2 collaborateurs, et que cette confiance a été trahie. Mmh.
Alors, quand je dis trahi, ça veut dire que non seulement ça n'a pas été respecté, mais en plus, ça a été caché. Ok. Et là, on est bien seul au monde. Oui. Et justement, quelle attitude, quel rôle je dois. Alors, Enfin, ma première réaction serait, qu'est-ce qui fait qu'ils ont caché des choses? parce qu'ils ne savaient pas les gérer, par méconnaissance. Ok. Donc déjà, c'est un axe de réponse. C'est Oui, peut-être pas intentionnel. C'est peut-être très défensif, très protecteur, en fait. Et c'est peut-être par oui, défaut de compétence. oui, mais le problème, ça a desservi l'entreprise, Mhm. l'image de l'entreprise Oui, et surtout leur image de coach à eux par d'accord. rapport au groupe. Ils étaient coachs? Ils sont en fait responsables de production. D'accord. Alors, premier sujet, c'est le droit. Alors, moi, premier sujet, je dirais, c'est donc qu'est-ce qui a causé? C'est de creuser avec eux. Une fois qu'on a découvert, ok? Bon, on creuse, on essaye de comprendre, on écoute. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, dû faire pour que ça se passe pas? Comment, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour accompagner? Et puis évidemment, si ces personnes-là sont acteurs du changement, sont partants, et cetera, c'est réaccorder de la confiance et puis ne pas les laisser aussi avec cette image interne. Parce que ce que vous avez l'air de dire, c'est que ça a dévalorisé le ça a été su, Ça enfin, ternit, oui, ça ça a ternit terni le. leur image. Donc, évidemment que bon, bah, si c'est des fautes extrêmement graves, si c'est des gens qui ont été mal intentionnés et cetera, bon, bah, là, il y a des sanctions qui doivent être prises. Enfin, je veux dire, ça n'empêche pas enfin, le fait de faire confiance n'empêche pas qu'à un moment donné, s'il y a des comportements qui sont, complètement intolérables, inexcusables par rapport à vos valeurs, vos cultures et cetera, d'autant plus si les règles, elles ont été données, partagées, si, on a essayé d'accompagner et cetera. Il y a un moment donné, on arrive à une situation où il faut se séparer, enfin, quelle que soit la modalité. En revanche, s'il y a des gens si des gens qui ont eu peur, faut questionner la culture de l'entreprise aussi, qui ont eu peur de dire qu'ils ne savaient pas faire. Ça questionne la culture et la relation à l'échec. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la relation enfin à l'échec, à l'erreur quoi. Je veux pas dire échec justement, mais Oui, le droit à l'erreur et le devoir d'essayer. Et après, bah, c'est dans le temps. Là où vous avez raison, c'est que ça prend du temps de reconstruire et de redonner confiance. Et Par contre, si on y croit, faut y aller. Si on a envie, faut y aller. bien. je rebondis, Hélène, sur ce que tu étais en train de dire. Je pense que très sincèrement, pour pouvoir plus facilement aussi octroyer sa confiance, c'est mieux connaître le fonctionnement de l'autre dans ses soft skills à lui, Oui, pour ne pas attendre des choses qu'il ne peut pas nous fournir, Oui. ou à l'inverse, accompagner là où on a des attentes qui doivent être malgré tout accomplies, parce que dans Mmh. notre mode de management, on a besoin d'avoir certaines réponses aussi. Euh, En tout cas, ça permet de mieux caler les attendus entre les uns et les autres. Et, et tant qu'à faire, c'est aussi communiquer sur comment on fonctionne soi en tant que manager, reconnaître les points sur lesquels on est moins bon. Ça Oui. permet aussi de désamorcer des angoisses, de dire les choses. Moi, je suis un manager très maîtresse d'école aujourd'hui, et le fait de le dire fait que j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui acceptent de me dire les choses pour que je prenne confiance. Donc, Mmh. bon. Et alors moi, effectivement, les règles de justement, c'est fonctionnement. ça que je leur reproche, c'est qu'ils ne veulent pas me dire ce qu'ils ne savent pas faire ou ils ne veulent pas m'avouer leurs petites faiblesses et que ils me les laissent en gros me découvrir le poteau rose Mmh. pour qu'après effectivement on puisse en parler,
débriefer, éviter que ça recommence, mais le mal est fait. Mhm. Et L'idée, c'est et comment on empêche que ça se reproduise. en 2 ans de temps, ça fait déjà 3 fois. Donc effectivement, je pense que la solution va être de prendre son crayon, un papier et puis un recommandé. J'ai une petite suggestion, sinon, Oui, ce qu'elle vaut. Mais effectivement, là, quand vous allez les chercher sur leurs manquements, sur ce qu'ils ne savent pas faire, ils ont du mal à vous répondre. Peut-être tourner la chose d'une manière différente et porter la responsabilité, entre guillemets, sur soi, en leur disant qu'est-ce que nous, on a mal fait, ou qu'est-ce que nous, on pourrait vous apporter. Peut-être que ça pourrait, alors je dis pas que ça va le faire, mais en tout cas, ça pourrait peut-être libérer la parole. À moins que ça ait déjà été fait, je cru entendre ça. j'ai proposé justement, comment expliquer? Il y a eu d'autres, bon, je parle de ces 3 choses-là, mais il y a eu d'autres choses bien évidemment, où je leur ai apporté, soit un outil de travail, soit un ordinateur plus performant. On a changé de logiciel, ils voulaient, changer les dossiers clients, pas les présenter comme ça. On les a changés, on a discuté, on a tout reformalisé. Il y a des tâches, on a vraiment beaucoup, beaucoup dialogué et malgré toute cette construction qui nous a pris 3 mois, hein, de réorganiser à 4 personnes, on est arrivé au mois de janvier avec une organisation qu'on a bien présentée à tout le monde. On s'est bien expliqué de qui faisait quoi, comment, quand. On avait des réunions et cetera et malgré ça, il y a eu, un travers encore, il y a pas longtemps. Donc il est en vacances et quand il va rentrer, je vais devoir le recevoir, de façon informelle, être, très compréhensive, et puis, essayer de beaucoup l'écouter et puis, qu'il me dise, si lui, il a sa solution à lui qui lui conviendrait à lui en premier et après je valide ou pas. Mmh. Mais qu'il y ait un échange, positif et que lui ne se sente pas, en infériorité par rapport à moi et qu'il sente que je sois toujours là comme je l'ai fait jusqu'à présent pour pouvoir justement l'aider à s'épanouir. Mmh. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est le sens. Parfois, on met en place des processus, des outils, et cetera. Et en fait, on est un petit peu dans la construction, on oublie le sens. Pourquoi on fait ça? Et ça peut être intéressant de leur présenter leur métier vu par ceux qu'ils servent Oui. ou ceux qu'ils servent. Je ne sais pas si parce que parfois on fait des choses de manière mécanique et puis il y a une étape et puis bon, bah, oui, on l'a mis en place dans le process. Oui, bah, peut-être qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Si on n'a pas compris le sens en fait, c'est cette notion de chaîne de valeur, de maillon de la chaîne, et d'impact d'un maillon qui se décroche sur le reste, quoi. Pardon. Et il y a aussi un autre problème finalement qui se greffe à ça, c'est que, comme moi je suis en télétravail justement, les salariés m'appellent ou ils peuvent, ils m'appellent de l'entreprise évidemment, pas de chez eux et j'essaye de faire comprendre aussi aux salariés qu'on on peut pas tout savoir sur tout Oui. et qu'il faut être indulgent et peut-être, ne pas être dans la critique, mais plutôt dans l'aide Mmh. et ça, ils veulent pas parce qu'ils estiment qu'eux, ils sont salariés et qu'ils ont des responsables, qui sont payés plus cher qu'eux. Mmh. Je vais loin, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai entendu et que c'est pas leur responsabilité. Voilà. Alors ça, c'est j'ai beaucoup, beaucoup Mmh. là, j'avoue honnêtement que sur ce sujet précis, j'ai un peu calé. Voilà. Et comment fonctionne? Vous avez des relais dans votre entreprise, des pairs? Oui, PAIR, hein. oui, Heu, oui, j'en ai
Parce que ça peut être intéressant s'il a une équipe aussi, parce que par rapport à votre culture, ce qui est compliqué là, c'est quelle est la culture de votre entreprise, qu'est-ce qui est véhiculé, quelle est l'ambiance, et cetera. Il y a plein d'éléments qui pourraient être des éléments, des indicateurs, en tout cas des éléments intéressants à regarder. Peut-être, vous appuyer aussi sur vos pairs dans l'entreprise pour savoir comment eux, est-ce qu'ils ont déjà été confrontés? Comment ils ont, réagi? Qu'est-ce que vous pourriez est-ce qu'ils y sont confrontés aussi pour mettre en place quelque chose peut-être de plus global? Qui ne concerne pas que votre équipe, mais qui peut concerner aussi d'autres collaborateurs? Est-ce que ça pourrait être des pistes? Oui, je vais demander. Et Je vais demander au président, comme ils disent. ça, c'est aussi, on a dit tout à l'heure, hein, faire preuve de ses vulnérabilités, partager ses vulnérabilités, c'est vrai avec son équipe, mais c'est aussi vrai avec ses propres managers. C'est-à-dire que là, je suis un peu démunie, quoi. Ou alors avec, si vous avez une fonction RH, Chef d'entreprise, n'hésitez. Pardon? je n'ai pas de fonction RH. D'accord. Parce que Il n'y a pas parfois, de quand RH. on a une fonction RH où ça peut être intéressant parce qu'ils peuvent être aussi de bons conseils sur ces aspects-là. Et en tout cas, ça permet de partager une réalité en tant que ressource. Vous êtes une ressource de l'organisation que vous partagez. Donc moi, je vous invite peut-être à échanger là-dessus pour aller récolter peut-être des bonnes pratiques, des bonnes idées, peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Et puis renvoyez-leur la balle à vos collaborateurs. Comment ils veulent faire de leur environnement un environnement plus, serein, plus agréable, où vous vous rendez pas compte, vous, à chaque fois qu'ils reviennent de vacances, qu'il y a une erreur, parce que ça met tout le monde sous stress, et que c'est confortable pour personne. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est quoi leurs besoins, en fait? Et ça, c'est leur responsabilité après, hein. Oui, merci. Merci. Est-ce que d'autres personnes auraient d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes. Non? Ah, moi, j'avais Bon, une bah, en tout cas, question. moi, je voulais vous Hélène, moi, remercier j'avais une pour. question. Ah, Enfin, vas-y. petite curiosité, c'était l'idée justement que tous les gens travaillent à distance, justement même dans différents pays, etc. Est-ce qu'il faut quand même pas conserver, même sur un modèle remote, un espèce de séminaire physique, un truc, tu vois, une fois par an ou 2 fois par an? Je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Ou alors les modèles un peu qu'on voit justement certaines startups qui parfois passent une semaine dans une villa à distance, tout le monde vient télétravailler en fait dans le même endroit, et il y a une espèce de team building qui se fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut conserver ou finalement Je sais pas si on peut dire il faut. Je sais pas quels seraient les avis des uns et des autres là-dessus, parce que je pense que, on conduit du changement. Moi, je suis très sensible à la relation, physique, enfin, au fait d'être dans une même pièce avec quelqu'un. Donc ma sensibilité, elle est que ces moments-là, si vous avez les moyens de les faire, mais même de manière informelle, c'est-à-dire, aller boire un coup, organiser un petit déj, faire des choses aussi, de manière informelle ou un événement d'équipe et cetera. Moi, je vous invite à enfin, moi, j'ai besoin de le faire. Donc c'est vrai que je le fais. Et puis, ça fait sortir les gens, les langues se délient, les choses sont différentes. On ne se parle pas de la même manière quand on est, en dehors de son travail et de son quotidien de travail. Après, aujourd'hui, il existe des manières de faire des choses à distance extraordinaires. C'est-à-dire que, moi, chez Psy, par exemple, donc ils sont 80 au Canada, on est quelques-uns en France. Ils sont au Canada encore tous, ils étaient encore tous en télétravail et ils organisaient tous les ans enfin tous les 2 ans du coup, des olympiades en même temps que les jeux olympiques. Bah, cette année, c'était évidemment tout en distanciel, mais c'était incroyable. Sur 1 semaine, sur 2 semaines, on avait des épreuves tout le temps. Alors mais c'était en termes de cohésion d'équipe, de créativité, d'innovation, de jeu, de plaisir, de rencontres et de connaissances, parce qu'il y avait pas mal de nouveaux aussi qui étaient arrivés pendant le covid, enfin pendant en tout cas le télétravail. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, la technologie nous permet de recréer des situations, où, bah, finalement on est de plus en plus agile, de plus en plus habile avec les technologies, donc on les manie mieux, on voit mieux les gens, enfin bon. Donc je ne sais pas si tu as raison, ta question c'était: «Est-ce qu'il faut?»
Moi, je dis que quand même, ma conviction serait que ça serait vraiment très triste de s'en couper complètement. Voilà, je vais le dire comme ça à l'envers. Mais qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent, de faire beaucoup de choses à distance, hem, de manière très, très, interactive en fait et collaborative. Donc de recréer en fait cette espèce d'informel ou ce formel, hein, ce travail ensemble. Est-ce que ce serait sous le format, par exemple, comme l'association APAZ? Alors je ne les connais pas. APAZ est une association nationale qui, en fait, est constituée de psychologues, Oui, mais qui ont une particularité et qui ont été formés à la gestion d'entreprise et oui, qui s'occupent des chefs d'entreprise quand ils sont vraiment au bout du rouleau. Et j'ai découvert ça, malheureusement en allant au tribunal, oui, heu heu, où j'ai entendu, une personne qui était en train de déposer le bilan, à qui on a demandé: «Est-ce que vous voulez qu'il y ait un suivi psychologique, pour vous, oui, oui. personnellement? On vous fait grâce de 5, 5 consultations gratuites et puis voilà». Alors, Ah, c'est pas tout à fait la même ce que disait, Lazare, puisque ce que disait Lazare, c'était justement des événements d'équipe, type team building, type oui, séminaire annuel et cetera, qui réunissent tout le monde, où on passe du bon moment et cetera. Là, ce que vous évoquez, c'est plus, du soutien psychologique, oui, plutôt, lié au bien-être au travail et à la qualité de vie au travail et à la sécurité psychologique justement. Donc c'est oui. plutôt de l'ordre du coaching, pour moi ou de Oui, l'accompagnement psychologique. mais ces personnes, là, il en existe, donc 2 dans l'Indre Oui, et pourquoi ne pas faire, une association ou justement organiser peut-être des colloques mmh, ou des visioconférences ou des choses comme ça, où ces fameux, psychologues à APAZ, seraient là, heu, pour, avoir, soit des discussions, comment dire? Chacun dit ce qu'il veut ou alors il y a un thème, mais qu'il y ait une association qui existe. Pour les entrepreneurs parce que, un chef d'entreprise, il rentre chez lui, faut pas trop se plaindre non plus, entre guillemets, enfin, se plaindre, c'est une c'est autre pas le mot. question là, moi je C'est autre pense qu'on chose, ouais. sort de notre, mais Mm. peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans l'Indre, hein? Vous avez quelques acteurs là, de votre région, Nous pourquoi sommes là. pas? Moi, je voudrais rebondir, du coup, donner mon avis sur la question de Lazare, Oui, très rapidement, parce qu'on a dépassé l'heure. Ouais. Moi, j'ai un avis très tranché, du coup, sur le sujet, et je trouve que c'est indispensable, pour le coup. Euh, Parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a eu un développement sur les outils digitaux pour nous permettre de garder la connexion, pour le coup. Euh, donc c'est bien, mais on en parlait tout à l'heure, Hélène, tu as évoqué ce sujet, ça ne remplacera pas l'humain. oui, Et aujourd'hui, ce dont je me suis rendu compte, puisque moi j'étais manager, et puis je suis passé formateur de manager, et les différentes personnes que j'ai pu avoir dans mes sessions, ce qu'ils évoquent avec la période de crise, c'est que le rapport de force, et c'est ce qu'évoquait d'ailleurs Chaumette tout à l'heure, le rapport de force entre les collaborateurs et leur oui, manager, leur N+1, c'est renforcé, c'est accentué avec le distanciel oui, qui s'est aussi accentué. Surtout dans les équipes un peu fragiles où il y avait pas de connexion entre les collaborateurs et leurs managers. Du coup, le rapport de force s'est accentué. Euh, et je pense que une des clés, je dis pas que c'est la seule, mais en tout cas une des clés, c'est justement ces rencontres physiques. Je sais pas sous quelle période, sous quelle fréquence, mais en tout cas, pour moi, elles sont indispensables pour justement briser ce mmh, rapport de force, puisque un manager, déjà qu'il est considéré comme absent quand il est là
parce que justement, il y a toujours cet aspect effectivement de N+1, de salaire qu'évoquait Chomel tout à l'heure, plus élevé, etc. etc. Si en plus de ça, le distanciel donne encore plus de distance, ça augmente Mais automatiquement le rapport de force entre les collaborateurs et les N+1. Donc pour moi, pour finir, c'est indispensable. Très bien, merci Jamel. Bon, bah écoutez, on va... Merci beaucoup à voilà. tous. Au plaisir de vous retrouver. Si vous avez des sujets RH d'accompagnement dans vos organisations, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour vos feedbacks et, Merci à vous. et votre écoute. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Hélène, Merci à à tous. très Au bientôt. revoir. À bientôt. Merci à la CCI. Au revoir.